Ce matin, à 6h42 précise, les marshals des États-Unis sont arrivés à Mar-a-Lago munis d'un mandat d'arrêt fédéral pour placer le prévenu en détention. Simultanément, à seulement 300 mètres au nord, Melania Trump entrait dans un tribunal fédéral de West Palm Beach. Elle venait témoigner devant un grand jury dans le cadre d'un accord d'immunité totale. Si vous appréciez ce décryptage factuel, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer. Le timing de cette opération n'est absolument pas une coïncidence, mais une stratégie de poursuite méticuleusement orchestrée. Tandis que son mari était menotté, elle prêtait serment devant la justice. Les marshals ont signifié le mandat sans aucun incident notable avant de transporter le prévenu vers le centre de détention du tribunal fédéral de Miami. Son audition de mise en accusation est prévue pour 13h cet après-midi. Un moment charnière. Dans quelques heures, il se présentera devant un juge d'instance pour répondre de 46 chefs d'accusation fédéraux. C'est 12 de plus que l'acte d'accusation initial, une augmentation due directement aux déclarations de Melania Trump ce matin. Avant de crier au chaos sans précédent ou au théâtre politique, analysons avec précision comment cette situation s'est déroulée. Le droit prime ici sur l'émotion et le spectacle. La Cour suprême a rejeté son dernier recours il y a seulement 6 jours, déclenchant immédiatement le dépôt de l'accord de coopération de son épouse. Les procureurs ont attendu qu'elle soit physiquement dans la salle du grand jury sous serment pour exécuter le mandat d'arrêt. Pourquoi une telle précision ? Parce qu'une fois son témoignage commencé, il n'y avait plus aucun moyen pour lui de la contacter ou de faire pression. Je couvrirai l'audience de cet après-midi et chaque développement de cette affaire complexe en me basant uniquement sur les preuves. Si vous souhaitez suivre le processus judiciaire sans l'hystérie médiatique habituelle, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Voici le programme. La chronologie exacte des 6 dernières heures, le détail des nouveaux chefs d'accusation et le contenu des révélations faites par Melania Trump. Commençons par cette fenêtre cruciale de 6 heures, car la coordination entre le témoignage et l'arrestation révèle une stratégie de haut niveau. À 6h du matin, l'équipe juridique de Melania est arrivée au tribunal de West Palm Beach pour une dernière relecture de l'accord. Ses avocats ont confirmé qu'elle acceptait de témoigner avec vérité en échange d'un plaidoyer de culpabilité réduit et d'une recommandation de liberté surveillée. Une fois la signature apposée, les procureurs ont informé le bureau des marshals que le témoin était prêt et sur place. À 6h42, les agents sont arrivés à Mar-a-Lago avec le mandat signé la veille par un juge d'instance. Les agents du Secret Service présents sur les lieux ont collaboré sans aucune résistance. Il n'y a eu ni affrontement, ni drame, illustrant une coopération fluide entre les agences fédérales. À 6h47, le mandat a été signifié et le prévenu a été placé en garde à vue, les menottes au poignet, sans incident. Ses avocats, immédiatement informés, ont pris la route vers Miami pour préparer la défense lors de l'audience de l'après-midi. À 7h15, le transport vers le centre de traitement fédéral a débuté pour les procédures habituelles. Prise d'empreintes digitales et photographie d'identité judiciaire. Pendant ce trajet, à 300 mètres de là, son épouse s'apprêtait à entrer dans la salle du grand jury pour témoigner. À 8h, Melania a commencé sa déposition sous serment alors que son mari était déjà sous écrou fédéral. Isolé, il ne pouvait ni l'appeler, ni lui envoyer de messages, ni mandater d'intermédiaire pour l'influencer. Cette isolation temporelle et physique a été une manœuvre chirurgicale des autorités. À 9h30, le grand jury a observé une suspension de séance pour permettre aux procureurs d'évaluer la portée des premiers propos. Ils ont examiné si les preuves fournies permettaient de soutenir des charges supplémentaires par rapport au dossier initial. À 10h45, l'audience a repris avec un focus spécifique sur des documents financiers sensibles et des enregistrements audio que Melania avait remis au FBI. Le témoignage s'est conclu à midi, après 4 heures d'audition intense et de révélations documentées. Le grand jury a alors entamé ses délibérations sur l'acte d'accusation supplétif, un processus qui n'a duré qu'1 heure. En 60 minutes, ils ont examiné les preuves et voté à l'unanimité l'ajout de 12 nouveaux chefs d'accusation fédéraux. Cela montre la force des éléments présentés. L'audience de 13 heures marquera la première comparution du prévenu pour l'ensemble des 46 chefs d'accusation.
Synchroniser une arrestation avec un témoignage de cette importance est un signal clair. Les autorités traitent ce dossier avec une gravité extrême. La valeur des informations fournies par l'épouse du prévenu semble inestimable pour l'accusation. Voilà comment le système a opéré durant cette matinée historique. Examinons maintenant les charges précises figurant dans ce nouveau mandat, car elles pourraient entraîner des décennies de prison. L'acte d'accusation initial de février comptait 34 chefs pour falsification de documents commerciaux et fraude bancaire. L'ajout des 12 nouveaux chefs porte le total à 46. Parmi eux, 6 chefs de complot en vue de commettre une fraude bancaire, une infraction très lourde. Le complot exige de prouver qu'au moins 2 personnes se sont mises d'accord pour frauder une institution financière. Pendant des mois, les procureurs détenaient des preuves de fraude, mais il leur manquait le témoignage interne pour prouver l'entente. Melania Trump est devenue ce témoin clé, affirmant avoir été présente lors d'appels cruciaux concernant les évaluations de propriété et la signature de prêt. Elle a admis avoir signé des demandes de prêt en tant que co-emprunteuse, tout en sachant que les actifs étaient gonflés. Elle a reconnu avoir bénéficié financièrement de ces crédits obtenus frauduleusement pour maintenir un certain train de vie. C'est la définition même du complot. 2 personnes, un accord, des actes concrets et un bénéfice financier partagé au détriment d'un tiers. S'ajoute à cela 4 chefs de fraude électronique, une charge qui s'applique à chaque utilisation de communication électronique pour frauder. Chaque email contenant des états financiers falsifiés envoyés à une banque constitue une infraction distincte. Les procureurs ont identifié 4 transmissions spécifiques contenant des données erronées, ce qui explique le nombre précis de chefs d'accusation retenus contre le prévenu. Enfin, 2 chefs concernent de fausses déclarations à des institutions financières pour l'obtention de prêts spécifiques. Chaque document soumis présentant des valeurs de propriété inexactes est traité comme un acte criminel indépendant par la justice fédérale. Un acte d'accusation supplétif ne remplace pas les charges précédentes, il s'y ajoute, alourdissant considérablement le risque pénal encouru par le prévenu ce jour. L'exposition aux peines est désormais sévère. Chaque chef de complot et de fausses déclarations peut valoir 30 ans de prison. La fraude électronique est passible de 20 ans par chef d'accusation. Bien que les peines soient souvent confondues, nous parlons de plusieurs décennies potentielles derrière les barreaux. La présence d'un témoin coopérant et de documents matériels rend une condamnation beaucoup plus probable. Sans une seconde personne prête à témoigner, le complot est toujours une charge difficile à démontrer pour le ministère public. Mais avec un conjoint à la barre décrivant des conversations privées et produisant des enregistrements, la donne change radicalement. Voyons maintenant les 3 éléments de preuve fournis par Melania Trump qui semblent dévastateurs pour la défense du prévenu lors du futur procès. Le premier élément est un enregistrement audio datant de mars 2020, capturant une conversation avec un officier de prêt de la Deutsche Bank. Il discutait de l'évaluation de Mar-a-Lago, estimée à 75 millions de dollars par un expert indépendant. Sur l'enregistrement, on entend le prévenu affirmer qu'il soumettrait une autre évaluation, fixant la valeur à 739 millions de dollars. Ses propres mots indiquent une intention explicite de soumettre des chiffres frauduleux pour obtenir des conditions plus avantageuses. Il n'y a ici aucune ambiguïté ou interprétation possible. C'est sa voix et ses instructions directes qui sont immortalisées. Le deuxième élément est une série de SMS de 2018 concernant la manière de rapporter les valeurs de leur propriété immobilière. Dans un échange, il lui ordonne de dire au comptable de viser haut pour la banque et bas pour le fisc. Lorsqu'elle demande si cela est légal, il répond que tout le monde le fait, tout en lui conseillant de ne plus laisser de traces écrites. Cette discussion prouve la conscience de la culpabilité. Il savait que la pratique était douteuse et a tenté de la dissimuler. Le troisième élément est constitué de notes manuscrites prises par Melania lors d'une réunion avec des comptables en 2019. Ces notes détaillent l'instruction de préparer 2 jeux d'états financiers totalement différents selon le destinataire. Les banques reçoivent les bons chiffres, le fisc reçoit les mauvais, aurait-il déclaré. Ces notes sont des preuves admissibles, corroborant un modèle de fraude délibéré et systématique.
Le témoignage d'un conjoint est redoutable, car il donne accès à l'intimité, là où les gardes tombent et les instructions sont franches. Melania Trump offre au procureur la preuve directe de l'intention, l'élément le plus difficile à établir dans les affaires de fraude. L'intention signifie que le prévenu savait que ces actes étaient illégaux et a choisi de les poursuivre malgré tout. Le grand jury a été convaincu par ces preuves après seulement 1 heure de délibération, votant l'acte d'accusation à l'unanimité. Mais comprenons bien la motivation de cette coopération. Il ne s'agit pas d'une quête de justice, mais de survie judiciaire. Les procureurs disposaient de preuves l'impliquant comme co-conspiratrice, l'exposant elle aussi à de très lourdes peines de prison fédérale. En tant que co-signataire de déclarations fiscales et de prêts frauduleux, elle risquait 20 à 30 ans d'enfermement. Face à cette menace, les procureurs lui ont offert un choix simple mais brutal. Coopérer ou être inculpée. Elle a choisi la coopération, s'engageant à dire toute la vérité en échange d'une peine de probation, évitant ainsi la prison ferme. Cette structure d'accord est standard. Si elle ment ou cache des preuves, son immunité sera immédiatement révoquée. Dans ce cas, elle ferait face aux charges de complot initial augmentées d'un chef de parjure, aggravant sa situation. Elle a donc tout intérêt à fournir chaque document et chaque enregistrement demandé par les autorités pour protéger son avenir. Ce schéma de pression sur le conjoint est une tactique éprouvée dans l'histoire des grandes poursuites fédérales américaines. On l'a vu dans des affaires de grande criminalité organisée ou de fraude financière massive pour briser le cercle du silence. Les procureurs utilisent l'exposition criminelle du conjoint comme levier pour obtenir des informations que personne d'autre ne possède. Pour Melania Trump, ce n'était pas une question de loyauté ou de trahison, mais un calcul entre 60 ans de prison et la liberté. Quand la justice présente des preuves accablantes et une peine certaine, la coopération devient souvent la seule décision rationnelle. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'un jury la croira ou la défense réussira-t-elle à la faire passer pour une épouse rancunière? Cette coopération change totalement la dynamique du futur procès sur 3 aspects fondamentaux de la stratégie de défense. Premièrement, elle apporte une crédibilité par la corroboration matérielle, ce qui est bien plus fort qu'un simple témoignage oral. La défense tentera de la discréditer en disant qu'elle ment pour se sauver, ce qui est le manuel classique des avocats. Cependant, les enregistrements audio et les SMS ne mentent pas et ne dépendent pas de l'humeur du témoin qui les présente. Même si les jurés doutent de ses motivations personnelles, ils ne pourront ignorer la réalité des preuves physiques qu'elle a fournies. Une fois que la voix du prévenu résonne dans la salle d'audience, la personnalité du témoin passe au second plan. Deuxièmement, cette connaissance d'initié réduit à néant la défense habituelle basée sur la confiance accordée aux experts. Souvent, dans la fraude en col blanc, on plaide l'ignorance en rejetant la faute sur les comptables ou les avocats. Mais cette défense s'effondre quand votre propre épouse témoigne que vous avez vous-même dicté les chiffres à utiliser. On ne peut plus plaider l'ignorance quand il existe des preuves que vous avez explicitement ordonné de gonfler les actifs. Son témoignage élimine la zone d'ombre nécessaire à une défense basée sur la bonne foi ou l'erreur administrative. Troisièmement, la probabilité de condamnation augmente de manière exponentielle, ce qui multiplie la pression sur le prévenu. L'augmentation du risque judiciaire pousse généralement les accusés à négocier un plaidoyer de culpabilité pour éviter le pire. Le schéma historique montre que lorsque le cercle proche commence à témoigner, l'issue finale devient souvent inéluctable pour le prévenu. L'histoire judiciaire regorge de cas où des témoignages de proches ont scellé le destin de figures pourtant très puissantes. Qu'on n'y voit plus une trahison ou de l'instinct de conservation, seul compte l'impact légal devant le tribunal. Sur la base des éléments actuels, les preuves semblent suffisantes pour prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable. Voyons maintenant ce qui attend le prévenu pour le reste de cette journée et les mois à venir. Lors de l'audience de mise en accusation cet après-midi, le juge lira officiellement les 46 chefs d'accusation retenus. Le prévenu plaidera presque certainement non coupable à ce stade avant que la question de la caution ne soit abordée. Le risque de fuite sera le point central des débats, compte tenu de ses moyens financiers et de ses liens internationaux. Les procureurs demanderont probablement une détention provisoire ou, au minimum, un bracelet électronique et la remise de ses passeports.
le juge imposera vraisemblablement des restrictions de voyage strictes pour garantir sa présence lors des prochaines étapes de la procédure. Le calendrier judiciaire va maintenant s'accélérer, avec un procès possible d'ici 6 à 8 mois. Cette période permettra aux deux parties de préparer leurs arguments et d'examiner l'immense masse de preuves désormais disponibles. La pression pour un accord à l'amiable sera énorme dans les 60 prochains jours pour éviter une condamnation à vie. Le système a fonctionné aujourd'hui selon les règles strictes de la procédure fédérale, transformant les preuves en actions concrètes. Le travail de la justice se poursuit, et je vous invite à vous abonner pour suivre ce procès jusqu'au verdict final. Selon vous, va-t-il risquer le procès ou tenter de négocier pour réduire sa peine ? Je lirai avec attention toutes vos réactions. Nous venons de voir l'arrestation, mais ses premiers mots au juge ont révélé une panique certaine. J'ai analysé les images de la salle d'audience et sa réaction immédiate dans la vidéo qui s'affiche juste ici. C'est un moment révélateur que vous devez absolument voir pour comprendre la suite des événements. Cliquez sur la vidéo maintenant pour découvrir ce qui s'est réellement dit lors de cette première confrontation face au juge.